Bonjour et bienvenue. Après Zeus, le roi des dieux, et Poséidon, le maître des océans, on s'intéresse aujourd'hui à leur frère, Hadès. Ah oui, le Seigneur des Enfers, un personnage souvent mal aimé, on va dire. Exactement. Gardien des âmes, maître d'un royaume redouté, il incarne une autre facette du pouvoir divin, plus sombre, plus caché. Tout à fait, et c'est fascinant de plonger dans cet univers. Notre exploration, elle s'appuie sur plusieurs travaux, plusieurs recherches, qui essaient de mieux cerner ce dieu qui est complexe. Oui, et souvent caricaturé. Voilà. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu d'aller au-delà des clichés du dieu sinistre et de comprendre son rôle essentiel, peut-être même stabilisateur, qui sait. Un rôle dans l'équilibre du cosmos grec, absolument. Alors, commençons par ça, justement, la peur qu'il inspire. Les Grecs anciens, ils évitaient même de prononcer son nom, C'est vrai, il préférait des euphémismes comme Pluton. qui veut dire le riche. Mais cette peur, elle vient d'où au juste? C'est la mort. Alors, c'est un peu plus compliqué. Déjà, point super important, Hadès, c'est pas Thanatos. Ah oui, bonne distinction. Thanatos, lui, c'est la mort personnifiée, celui qui vient chercher les âmes. Hadès, il est le roi du royaume après la mort, le gardien, il administre, quoi. Il ne cause pas la mort, il gère l'après. Exactement. La crainte, elle vient de l'inéluctable, de ce royaume invisible, définitif. Mais ce surnom Pluton, il est très intéressant. Le riche. Ça fait penser aux mines, à l'or, aux gemmes. Oui, bien sûr, la richesse minérale, mais pas seulement. C'est aussi la richesse agricole, la fertilité qui vient du sol. Il y a une dualité là. Ah oui, c'est vrai. Le cycle de la graine qui meurt pour renaître. Voilà. Son domaine, c'est la fin, mais c'est aussi la source de quelque chose. Mort et potentiel de vie sont liés. Et son nom même, Hadès, ça pourrait vouloir dire l'invisible. Logique. Logique pour son royaume caché. Mais Platon, lui, dans le Cratyle, il propose une interprétation assez belle. Celui qui sait tout des nobles choses, comme une sagesse liée à la connaissance de la fin. Son histoire commence de manière assez brutale, comme ses frères et sœurs d'ailleurs. Avalé par Chronos. Exactement. Fils aîné de Cronos et Rhea, Cronos flippe à cause d'une prophétie, alors il avale ses enfants. Hadès, Hestia, Déméter, Héra, Poséidon. Hop. C'est Zeus qui les sauve. Oui, le petit dernier, sauvé par Rhea, il force Cronos à les régurgiter. Et ensuite, La titanomachie. la Grande Guerre, Hadès se bat. Ah oui, il combat aux côtés de ses frères. C'est là que les Cyclopes, libérés par Zeus, leur donnent leurs armes. Foudre pour Zeus, trident pour Poséidon. Pour Hadès, c'est la counée, forgée dans l'ombre, une arme décisive. Et après la victoire, le partage du monde. Il hérite des enfers, c'est pas un peu le mauvais lot? Pas du tout. Et ça, c'est vraiment crucial à comprendre. Le partage, la diémérisis, c'est pas hiérarchique. C'est un tirage au sort? Voilà, un tirage au sort sacré. Zeus, ciel. Poséidon, mer. Hadès, monde souterrain. C'est pas une punition, c'est son destin. Sa part légitime du cosmos. Il est l'égal de ses frères, donc? Absolument. Souveraineté totale sur son domaine. L'enfant avalé devient le roi d'un royaume d'où on ne revient pas. Il garantit cette frontière. Alors, ce royaume-là, on l'imagine souvent comme un lieu de souffrance partout, mais c'est plus structuré que ça, non? Tout à fait. C'est pas le chaos. C'est une sorte de cité des morts avec sa géographie, ses règles. Pour y entrer, déjà, il faut traverser les fleuves. Le Styx, c'est le plus connu. Oui, le Styx, fleuve de la haine. Tellement sacré que même les dieux jurent dessus. Égard à celui qui viole ce serment. Et il y a l'Achéron aussi, avec le fameux Charon. Oui, l'Achéron, fleuve de la douleur. Le passage principal. Et là, il faut payer Charon, le vieux passeur, pas très commode. D'où la pièce dans la bouche des morts. C'est ça. Sans le bôle, tu erres 100 ans sur la rive, selon la tradition. Et une fois de l'autre côté. Cerbère, le chien à trois têtes. Exactement. Le gardien féroce. Il empêche les morts de sortir et surtout les vivants d'entrer sans permission. Ok, une fois les fleuves et Cerbère passés, que deviennent les âmes? Elles sont jugées. C'est une étape importante, Platon en parle beaucoup. 3 juges, Minos, Rhadamante et Ac, d'anciens rois justes. Et ils jugent quoi? La vie passée. Oui, ils évaluent la vie de l'âme, nue, sans statut terrestre. Et ce jugement détermine où l'âme va aller dans le royaume. Et il y a différentes zones, alors. Principalement 3. Les Champs-Élysées ou île des Bienheureux, un genre de paradis pour les héros, les vertueux.
le bon côté. Voilà. À l'opposé, le Tartare, l'abîme le plus profond. Là, c'est châtiment éternel pour les grands criminels, Sisyphe, Tantale, et c'est aussi la prison des titans. Et entre les deux? Entre les deux, c'est les plaines de l'Asphodèle, un lieu vaste, un peu brumeux, mélancolique. C'est là qu'errent les âmes ordinaires, ni super bonnes, ni super mauvaises. Une existence neutre, un peu terne. Et le fleuve l'été? Oui, le Lété. Ces oses effacent la mémoire. Important pour ceux qui vont se réincarner, ou juste pour trouver le repos sans le poids des souvenirs. Et Hadès, il fait quoi pendant tout ça? Il regarde les tortures au Tartare. Non, non, c'est pas son rôle. Hadès, c'est le souverain, l'administrateur en chef. Il est sur son trône d'ébène, il supervise. Il s'assure que tout fonctionne, que les lois sont respectées. C'est le garant de l'ordre. C'est ça. Il n'est pas le juge, mais il veille à ce que la justice soit rendue. C'est un roi impartial, un peu distant, pas un bourreau. Parlons de ses symboles. Le casque d'invisibilité, la Kuné. C'est son attribut le plus célèbre, non? Oui, la Kuné. C'est fascinant parce que ça symbolise vraiment la nature de son pouvoir. Invisible, insaisissable, mais partout et inévitable. Même les dieux ne le voient pas avec, c'est ça? C'est ce que dit Homère. C'est pas une arme pour attaquer, comme la foudre, c'est un outil de dissimulation, de contrôle sur ce qui est caché. D'ailleurs, il l'a prêté à Persée. Pour tuer Méduse, il a aussi un sceptre. Ou un bidon, une sorte de fourche à 2 dents. Oui, le sceptre ou le bidon, c'est le symbole de son autorité royale sur le monde souterrain. Et Cerbère, bien sûr, c'est pas juste un chien monstrueux. C'est la porte infranchissable. Exactement. La vigilance, l'impossibilité de passer sans autorisation. Et puis il y a la corne d'abondance. Ah oui, lié à Pluton, le riche. C'est ça. Ça représente les richesses minérales, mais aussi la fertilité de la terre. Ça rappelle ce lien entre mort et potentiel de vie. C'est peut-être l'attribut qui nuance le plus son image sombre. Hadès est souvent décrit comme solitaire, mais il a quand même des interactions marquantes. La plus connue, c'est l'enlèvement de Perséphone. C'est le mythe central le concernant, oui. Il tombe amoureux de sa nièce, Perséphone, fille de Zeus et Déméter. Et point important que les sources soulignent, Zeus était d'accord. oui, il avait l'accord de Zeus, donc il surgit de terre avec son char, hop, il l'enlève. Et là, Déméter, la déesse des moissons, Elle est dévastée. et c'est l'hiver sur Terre. Voilà. La famine menace, Zeus est obligé d'intervenir, de négocier. Et tout se joue sur quelques grains de grenade. C'est ça. Perséphone a goûté à la nourriture des morts, quelques pépins, du coup, elle est liée aux enfers pour toujours. Le compromis, c'est qu'elle passe une partie de l'année avec Hadès L'automne et l'hiver. et l'autre partie avec sa mère, sur Terre, le printemps et l'été. L'hymne homérique à Déméter raconte ça superbement. Ça explique les saisons, d'accord, mais ça nous dit quoi d'autre sur Hadès ou Perséphone? Ça établit Perséphone pas juste comme une victime, mais comme une reine, respectée, partageant le pouvoir aux côtés d'Hadès. C'est un couple royal en quelque sorte. Un partenariat. Oui, et ça montre aussi la force des lois des enfers. Le lien créé par la nourriture des morts est indissoluble, même pour les dieux. D'autres mythes montrent Hadès un peu plus flexible. Et je pense à Orphée. Ah, Orphée et Eurydice, quelle histoire poignante. Le musicien descend aux enfers pour récupérer sa femme. Sa musique émeut tout le monde. Même Hadès et Perséphone? Oui, c'est une rare exception. Ils sont touchés, ils acceptent de la laisser repartir, mais Mais il y a une condition. il ne doit pas se retourner avant d'être sorti. Exactement. Et au dernier moment, il se retourne. Et il la perd à nouveau. Qu'est-ce que ça dit sur Hadès, ça? Qu'il peut être clément, mais... Mais que la loi fondamentale de son royaume, l'irréversibilité, l'interdit de regarder en arrière, vers la mort, est absolue. La transgression est punie immédiatement. La clémence a ses limites. Et les héros qui descendent aux enfers, Héraclès, Thésée? Héraclès, pour son dernier travail, doit capturer Cerbère. Hadès est d'accord, mais il impose une règle. Sans armes, à la force brute. Et Héraclès réussit? Oui. Ça montre que même le plus grand héros doit respecter les règles du maître des lieux. C'est différent pour Thésée et Pyrétos. Eux, ils y vont pour enlever Perséphone. Oui, par orgueil, par hubris. Et là, Hadès ne plaisante pas. Il les piège sur le trône de l'oubli. Ils restent coincés? Héraclès libérera Thésée plus tard, mais Pyrétos, l'instigateur, y reste pour toujours. Ça montre bien la justice inflexible d'Hadès face à l'outrage. On ne défie pas impunément le roi des enfers. Donc, cette image complexe dans les mythes, comment elle a évolué? Dans l'Antiquité, c'était la crainte, le respect. Oui, un mélange. Crainte, bien sûr.
Homère le dit implacable, Hésiode sans pitié, mais aussi respect pour sa fonction nécessaire. Et Platon, lui, voit son royaume comme le lieu d'un jugement juste. Et l'art le montrait comment? Royal, souvent barbu, sévère mais digne, souvent avec Perséphone ou Cerbère. Moins représenté que les Olympiens, c'est vrai, mais quand même, comme sur la fresque de Vergina qui montre l'enlèvement. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'image a beaucoup changé, non? Qu'elle s'est déformée. Ah, ça c'est clair. La culture populaire moderne l'a souvent réduit à un simple méchant. Le Hercule de Disney, Voilà, l'exemple parfait. Un méchant comique, extraverti, à milieu du dieu taciturne et impartial des mythes. D'autres, comme dans Percy Jackson ou Le Choc des Titans, en font un antagoniste plus sombre, mais toujours le méchant. pourquoi cette simplification à ton avis? Peut-être une difficulté moderne à accepter cette idée de finitude, d'une autorité qui représente une limite infranchissable, non négociable. C'est plus simple d'avoir un méchant clair. Mais il y a eu des choses plus nuancées récemment, heureusement. Oui, heureusement. Le jeu vidéo Hades, par exemple, a eu un succès fou et a proposé un portrait vraiment intéressant. Comment il est dans le jeu? Un père strict, oui. Un administrateur un peu bourru, fatigué par son boulot, mais juste au fond. En conflit avec son fils, mais complexe, humain. Ça respecte les mythes tout en donnant une profondeur psychologique. Et le webcomic Lore Olympus. Ça aussi, c'est très populaire. Ça réinterprète la relation Hadès-Perséphone de façon moderne, romantique. Ça fait de lui un anti-héros tourmenté, solitaire, mais charismatique. Ses œuvres plus récentes, elles renouent avec la complexité. Elles sortent de la caricature. Donc, pour résumer un peu, Hadès, c'est bien plus que le dieu des morts. Ah oui, largement. C'est un pilier de l'ordre cosmique grec. Un souverain qui garantit une forme de justice après la mort. C'est Pluton, le maître des richesses cachées, qui lie mort et potentiel de vie. Le garant des serments aussi, via le Styx. Exactement. Il incarne la frontière, nécessaire, absolue, entre les vivants et les morts. Une sorte de grand administrateur divin, indispensable, mais pas très populaire. On pourrait dire ça, mais c'est un peu réducteur. Il représente la loi immuable, le destin commun, la part d'ombre nécessaire à l'équilibre. Son royaume a ses règles, sa structure. Hadès, ce n'est pas le mal, c'est la règle. Et peut-être une dernière pensée pour ouvrir la réflexion. Si on regarde Hadès non pas comme un ennemi, mais comme ce gardien des limites inévitables, et aussi comme le protecteur du potentiel caché, la richesse, la fertilité, le renouveau sous la surface, Oui. quelle perspective ça pourrait ouvrir sur notre propre façon de voir les fins, les transitions, et peut-être d'accepter ces forces un peu invisibles, mais qui structurent quand même notre existence. Bonne question. Ça laisse à réfléchir. J'espère que cette exploration vous a plu. Oui, on espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une appréciation, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, rendez-vous sur neocastia.com pour retrouver les sources et découvrir d'autres contenus. À bientôt!